Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plume de Doctorant. Aujourd'hui, nous recevons l'historien Jean-Luc Leleu, ingénieur de recherche au CNRS à l'université de Caen, spécialiste de l'armée allemande et auteur de l'ouvrage Combattre en dictature, la Wehrmacht face au débarquement, auquel nous avons d'ailleurs consacré un billet de blog sur le blog autour de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Luc Leleu, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors pour commencer, une question simple mais nécessaire. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est une commémoration ? Une commémoration, si on reprend l'origine latine, c'est se rappeler, c'est évoquer et surtout c'est se rappeler ensemble. Donc c'est cette dimension justement du souvenir communautaire, du souvenir social, c'est cette célébration ensemble d'un événement ou d'un personnage passé qui fait la commémoration. Et du coup, à partir de quand est-ce qu'on se met à commémorer le débarquement en Normandie ? On s'imagine que ces premières commémorations sont loin d'avoir l'ampleur qu'elles prennent aujourd'hui ? Oui, effectivement, elles n'ont absolument pas l'écho médiatique que l'on connaît aujourd'hui. En fait, les premières commémorations arrivent très tôt. Dès novembre 1944, les sapeurs du génie américain qui gèrent encore la plage d'Utah Beach, à des fins logistiques, organisent déjà une première commémoration. Donc novembre 1944, et puis après, les troupes britanniques notamment commémorent le premier anniversaire du débarquement en Normandie le 6 juin 1945, et aussi avec la participation du comité du débarquement, fondé par Raymond Triboulet, premier sous-préfet à Bayeux de ce qu'on appelle le premier sous-préfet de la Libération. Et alors, dans ces premières commémorations, à vous entendre, on a l'impression qu'elles mettent surtout en avant les militaires. Est-ce qu'il y a aussi des commémorations qui mettent en avant les civils ? Est-ce que les deux sont bien distingués ? Est-ce qu'ils sont mêlés ? Non, généralement, les commémorations, et ce pour une date, finalement pour une durée extrêmement longue, vont commémorer d'abord les soldats alliés vus comme des libérateurs, ce qu'ils sont. La présence des civils dans les commémorations, en tout cas en tant qu'objet de commémoration, arrivera extrêmement tardivement, et notamment à partir de 2014 avec le président François Hollande qui, au mémorial de Caen, va consacrer une cérémonie spécifiquement dédiée aux victimes civiles. Et là, on voit aussi l'interaction entre les travaux universitaires et puis l'action politique ou la commémoration politique, puisque à l'origine, ce sont les travaux menés par l'université Interage de l'université de Caen dans les années 1990, sous la direction de Bernard Garnier et de Jean Kellien notamment, qui ont conduit à recenser les victimes civiles de la bataille de Normandie, sachant qu'auparavant les chiffres les plus variables étaient avancés. On parlait de 60 000 morts civils, et finalement en reprenant nom après nom dans les registres d'état civil des communes, sur les monuments aux morts, bref, en croisant les sources, finalement, ce sont 20 000 civils qui ont été recensés par les étudiants de l'université Interage de Caen et qui ont fait l'objet de publications. Et c'est ce travail scientifique qui sera à l'origine de cette reconnaissance nationale. Quand vous avez parlé du 11 novembre, est-ce que le fait que le 11 novembre 1944 soit donc cette première commémoration, est-ce que ça ne modifie pas la place qu'avait le 11 novembre en termes de commémoration de la Grande Guerre, justement ?
Je ne le pense pas. C'est tout simplement l'occasion d'une manifestation patriotique, et là une sorte de, de, de rencontre entre des soldats américains qui commémorent leur participation à la bataille, et puis des civils aussi qui peuvent, pour le coup, pour la première fois depuis 1939, commémorer le souvenir du 11 novembre. Alors on sait que le général de Gaulle a un passif un peu singulier avec cette opération militaire. Lorsqu'il devient président, quelles sont les politiques mémorielles qu'il mène vis-à-vis de celui-ci? Est-ce qu'il accélère les commémorations ou au contraire, est-ce qu'il se contente de ce qui se fait déjà? Alors, effectivement, le général de Gaulle a toujours nourri une relation extrêmement compliquée, pour ne pas dire difficile, avec la commémoration du 6 juin. Alors rappelons d'abord qu'il y a une première grande commémoration en 1954, avec la présence du président de la République, de la 4e République de l'époque, René Coty, qui a été nommé à ce poste, élu à ce poste à la fin de l'année 1953. Il se trouve que René Coty est normand, il est originaire du Havre. Joseph Laniel est aussi, en tant que président du Conseil, est aussi présent en 1954. Lui est élu de la circonscription de Livarot, en Normandie. Donc ils assistent aux cérémonies de 1954, mais des cérémonies sur lesquelles plane l'ombre de la défaite de Dien Bien Phu, à peine un mois auparavant. Et donc il y a commémoration, il y a un caractère très solennel dans ces commémorations, mais l'ambiance n'est pas, est plutôt, on peut le comprendre, teintée de morosité. Donc 10 ans plus tard, cette fois, c'est le général de Gaulle qui est présent. De Gaulle qui rappelle à qui veut bien l'entendre que 20 ans plus tôt, il n'avait pas été convié par ses partenaires alliés à participer pleinement en tant qu'allié au débarquement, à la préparation. Pour mémoire, Churchill le rappelle, lui demande de venir au Royaume-Uni au tout début du mois de juin. Il arrive, son avion, en tout cas l'avion que lui a prêté Churchill, se pose en Angleterre le 4 juin, sachant que, rappelons-le aussi, au départ, le débarquement était initialement prévu le 5 juin, ajourné pour des conditions météorologiques difficiles. Donc on voit qu'il est mis très clairement devant le fait accompli. Charles de Gaulle ayant la souveraineté française chevillée au corps, puisque il en va pour lui de la reconnaissance de la France en tant qu'allié, n'acceptera jamais finalement ce fait accompli. Le fait que dans les messages qu'on lui demande de lire, eh bien, l'autorité de ce qui est maintenant le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, n'est pas reconnue. Et pour cause, parce que le président américain Roosevelt ne veut pas reconnaître son autorité. Et alors que les troupes françaises viennent tout juste de participer à la prise de Rome, et donc, aux yeux de De Gaulle, la France libre, la France combattante représente un allié à part entière. Finalement, les Anglo-Américains lui dénient ce rôle au moment du débarquement, à la veille du débarquement en Normandie. Et donc, De Gaulle en tiendra toujours rigueur à ses partenaires anglo-américains, et puis surtout vis-à-vis du souvenir de ce débarquement. Alors, très concrètement, en 1964, cela se traduit de deux manières. D'une part, il va s'abstenir de venir en Normandie, le 6 juin 1964, alors qu'il va organiser en grande pompe des cérémonies pour le débarquement de Provence le 15 août suivant, parce que là, les forces françaises, c'est une opération à laquelle les forces françaises ont massivement participé, ont été largement associées. Et puis, pied de nez pour l'allié américain, il va recevoir l'ambassadeur de la Chine communiste précisément le 6 juin 1964, alors que les États-Unis sont en froid avec
avec la Chine, bien sûr, ne reconnaissent encore que la Chine nationaliste. Et donc ce cavalier seul de Gaulle est une manière, encore une fois, de faire un pied de nez à l'allié américain et d'ostensiblement se détourner de cette histoire. Et est-ce qu'on sait d'ailleurs à l'échelle locale quelle fut peut-être la réaction du comité du débarquement ou même des autorités locales françaises qui s'attendaient peut-être à voir, ou pas du tout d'ailleurs, à voir le plus haut responsable de la République présent en commémoration? Alors, je ne saurais vous dire. D'accord. Je ne saurais vous dire quelle fut l'attitude. Bien sûr, sans doute, on peut comprendre la déception, mais encore une fois, on est sur des commémorations qui, pour l'heure, sont encore dans un registre plutôt militaire que politique de haut niveau. En tout cas, il n'y a pas encore d'habitude ancrée. Il n'y a pas aucun président des États-Unis n'est encore venu sur place en 1964. Et généralement, ce sont des chefs militaires britanniques. Par exemple, Montgomery est revenu notamment dans la deuxième moitié des années 1940. D'ailleurs, la ville de Colville-sur-Orne prend le nom de Colville-Montgomery, et à cette occasion, il est présent. Et puis, en 1964, finalement, les États-Unis envoient le général Bradley, qui commandait la première armée américaine pendant la bataille de Normandie, pour le représenter. Donc justement, on arrive à peut-être cette présence politique plus importante dans les commémorations du débarquement. Il semble que l'année 1984 ait été peut-être une année décisive en ce sens, à la fois en termes de médiatisation et d'importance aussi de ces commémorations sur la scène politique internationale. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cela? Et deuxième question liée, en contexte de guerre froide, quelle est la place des autorités soviétiques dans ces commémorations? Bien, donc effectivement, 1984 marque véritablement un tournant dans les pratiques commémoratives autour du 6 juin. Et c'est véritablement à partir du 6 juin 1984 que les commémorations prennent l'ampleur que nous leur connaissons aujourd'hui. Il y a là la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier facteur, la France, en tout cas avec son président François Mitterrand, n'a aucun héritage gaulliste à défendre et à assumer. Et donc est totalement détaché de ce qu'on pourrait qualifier la bouderie du général de Gaulle, telle qu'elle a pu se manifester en 1964. Deuxième facteur, la présence à la fois de Ronald Reagan comme président des États-Unis, qui souhaite redonner tout son lustre aux États-Unis après la crise économique, de choc pétrolier aux États-Unis, et puis surtout la sale guerre au Vietnam, guerre perdue, alors que les États-Unis aimaient croire qu'ils étaient systématiquement dans le camp du bien et qu'ils étaient victorieux en tant que justement en défendant une juste cause. Pour le coup, le Vietnam vient contrecarrer ce roman national, ce narratif. Et l'idée, c'est donc de redonner du lustre aux États-Unis. On peut encore parler en 1979 de la prise d'otages, la tentative de libération des otages à Téhéran. Enfin bref, on sort d'une séquence où les États-Unis pouvaient apparaître affaiblis sur la scène internationale. Et donc Reagan, tout dans sa politique, c'est de redonner de la grandeur. Ça, c'est un fait important. On retrouve à peu près la même logique chez Margaret Thatcher, les deux défendant une politique très libérale pour le moins. Et donc il y a une forme d'accord de ce point de vue-là entre ces deux dirigeants anglo-américains. L'un des aspects aussi de ce qu'on pourrait qualifier de tournant commémoratif, c'est que il y a interaction entre l'art et le politique. Nous sommes donc en 1984,
22 ans après la sortie du film Le jour le plus long, qui a glorifié l'opération, qui l'a présenté sous forme d'une grande épopée héroïque, dont un narratif qui finalement correspond parfaitement à ce que souhaitait politiquement Ronald Reagan. Et on le voit notamment à travers son discours devant un parterre de vétérans sur la pointe du Hoc, discours que l'on peut retrouver d'ailleurs sur le web. Je vous engage à le voir, c'est tout à fait accessible. C'est un discours qui est longuement préparé, qui est à la croisée de la diplomatie et de la politique intérieure. Je vous engage aussi à lire l'article d'Hélène Arter dans un colloque intitulé « Le débarquement de l'événement à l'épopée », qui revient justement sur le contexte de ce discours. Déjà, l'horaire et le format sont soigneusement choisis pour justement contrer aux États-Unis la primaire démocrate qui se tient au même moment. Et donc, il s'agit de couper l'herbe sous le pied de l'opposition démocrate, en tout cas de lui faire de l'ombre. Et puis, Ronald Reagan, on le sait, c'est à la fois un ancien acteur d'Hollywood, c'est aussi un ancien commentateur sportif, et c'est quelqu'un qui a un formidable talent pour raconter des histoires, et c'est ce qu'il fait. Le 6 juin 1944, et finalement, il est en train de raconter devant un parterre de vétérans attentifs leur propre histoire et l'histoire du jour le plus long. Plus que l'histoire du 6 juin, c'est l'histoire du jour le plus long, telle que montrée à l'écran, portée à l'écran par Daryl Zanuck en 1962. Et donc, il y a une forme de caution politique de ce récit qui est tout à fait intéressant et qui va encore donner une sorte de souffle épique à l'histoire qui est forcément, fatalement, toujours un peu moins belle que le récit que l'on peut en faire lorsqu'on veut le porter à l'écran et on veut le transmettre, parce que il y a toujours les aspérités qui sont gommées. Et donc, il en fait un récit officiel, en fait. Il en fait un récit tout à fait officiel, vous avez parfaitement raison. Et c'est ce qui donne ce lustre à ces premières commémorations. Alors bien évidemment aussi la participation des autres chefs d'État, où c'est finalement également intéressant parce que c'est la première fois donc qu'on passe très clairement à une commémoration vraiment politique et au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État. C'est aussi, en pleine guerre froide, l'occasion de rassembler les partenaires, en tout cas certains des partenaires de l'OTAN, puisqu'il s'agit de faire front commun face à l'URSS et au bloc du pacte de Varsovie. Peu de temps avant, quelques années avant, on a eu la crise des missiles, l'installation de missiles, c'est-à-dire les missiles Pershing côté américain et SS-20 côté soviétique. On est dans un contexte de tensions internationales évidentes. Et le discours notamment de Reagan, c'est de dire que l'OTAN aujourd'hui et les démocraties unies ne sont jamais plus fortes donc unies et peuvent vaincre les dictatures. Hier, le mur de l'Atlantique, à l'époque, le mur de Berlin. Mais finalement, même si l'ennemi change, la nature du combat et la justesse du combat sont finalement les mêmes. Et puis dans les relations internationales, il faut rappeler, parce que c'est souvent le cas, les présidents américains profitent de leur passage en Europe pour assister à d'autres réunions. Par exemple, immédiatement après le 6 juin 1984, il y a une réunion du G7 au Royaume-Uni. Et donc c'est aussi l'occasion de tisser, de renforcer des liens, notamment transatlantiques. Et alors pourquoi ce choix de Reagan de la pointe du Hoc, spécifiquement ? Eh bien, très clairement, et encore une fois, je vous engage à écouter son discours, c'est l'allégorie de ces soldats, de ces rangers qui escaladent une falaise haute de plusieurs dizaines
de maître. Donc c'est vraiment l'épreuve. C'est l'exploit. C'est l'exploit. C'était difficile, mais ils l'ont fait. Et c'est aussi la notion de sacrifice, de courage, de technicité, de professionnalisme. Et ce sont des mots-clés que l'on retrouve encore aujourd'hui. Lorsqu'on visite la pointe du Hoc, finalement, vous retrouvez à peu près ces mots-clés, ces grandes idées-forces qui sont mis en avant par l'ABMC, l'American Monument Battle Commission, donc organisme fédéral américain, en tout cas à qui il est délégué le soin de gérer les sépultures, les monuments et les sites funéraires américains aux États-Unis et à l'étranger. Et justement, cette mémoire du débarquement semble assez clairement avoir subi une forme d'américanisation, au sens où on a surtout commémoré les exploits des GIs, mais au cours de ces décennies de commémoration, quelle place est-ce qu'on a faite aux autres troupes combattantes qui ont aussi participé au débarquement ? Effectivement, on assiste à une forme d'américanisation de la mémoire, même si on peut nuancer le propos. Revenons au jour le plus long, le film, inspiré par l'ouvrage éponyme de Cornelius Ryan, qui voulait précisément mettre en avant l'ensemble des nationalités et des acteurs, tant du côté allié, et en incluant aussi les vaincus, c'est-à-dire les forces allemandes. Et donc il voulait un récit humain et équilibré entre les différents acteurs et témoins de cet épisode guerrier. Et finalement, c'est ce qui ressort aussi du film de Daryl Zanuck, puisque, à l'exception notable des troupes canadiennes, toutes les nationalités engagées, en tout cas les principales, sont représentées à l'écran, y compris par des acteurs de la nationalité. Par exemple, Kurt Jürgens va incarner un Allemand, Bourvil un maire français, John Wayne un parachutiste américain, etc. etc. Donc il y a cette volonté de ne pas trop américaniser le souvenir du débarquement. Par contre, on le voit bien, il y a une forme de glissement précisément, et quand on parle d'interaction entre l'art et le politique, c'est intéressant. Je vous ai dit que Reagan s'était inspiré, notamment, en tout cas ceux qui ont écrit le discours de Reagan se sont inspirés du travail de Cornelius Ryan et du film de Daryl Zanuck. Mais cette caution politique donnée par Reagan, par la présidence des États-Unis, va nourrir aussi un courant de pensée par la suite, qui va émerger notamment dans les années 1990 aux États-Unis, ce qu'on va appeler, notamment l'écrivain Tom Brokaw va appeler The Greatest Generation, la génération grandiose, c'est-à-dire cette génération d'Américains très jeunes lorsqu'éclate la crise de 1929 aux États-Unis, la crise économique, qui vont grandir, qui vont avoir une enfance très difficile au cours des années 30, qui vont répondre à l'appel militaire, vont servir sous les drapeaux, vont combattre contre les dictatures, notamment nazies, et puis contre le Japon militariste, vont gagner la guerre en se sacrifiant, et puis ensuite, de retour au pays, vont contribuer aussi à la grandeur économique, à l'expansion économique des États-Unis. Et donc c'est ça, cette génération grandiose, et dans le droit fil de cette pensée va émerger ensuite des films tels que Il faut sauver le soldat Ryan, ou encore Band of Brothers, où l'on voit justement cette mixité sociale de cette Amérique un peu melting pot, même s'il n'y a pas de très clairement, il n'y a pas de noirs. Hein. L'armée américaine est une armée à l'époque où il y a la ségrégation. Il y a des troupes noires, mais qui servent surtout dans les unités logistiques. Mais bon, il y a cette volonté quand même de mettre en avant ces hommes jeunes qui vont se sacrifier, ou en tout cas s'exposer et servir pour libérer l'Europe. Et cet aspect-là va avoir tendance va faire écho, justement, va tendance à présenter justement une vision très américanisée de l'histoire. On prend l'exemple, encore une fois, on voit l'évolution entre Le Jour le plus long,
1962, où toutes les nationalités sont représentées, avec une forme d'équité dans le traitement. Et puis, il faut sauver le soldat Ryan, où finalement, on ne voit plus qu'une unité américaine, donc il y a une forme de zoom. Et puis encore, finalement, la seule fois où on parle des Britanniques, c'est quelque part pour les dénigrer, en indiquant que si les Américains ne peuvent pas progresser, c'est parce que Montgomery et les troupes britanniques ne parviennent pas à prendre Caen. Bon, quand on connaît un petit peu la géographie de la Normandie, on a du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à progresser à 40 ans, ou vers Isigny, ou vers Sainte-Mère-Église, ou dans le Cotentin, si on n'a pas pris Caen. Mais vous voyez, c'est typiquement une forme presque de dénigrement, ou en tout cas d'effacement de la mémoire des soldats canadiens et britanniques. D'ailleurs, le traitement des réservés aux civils français n'est guère meilleur, dont il faut sauver le soldat Ryan, puisque finalement, ce sont des parents qui sont prêts à se débarrasser de leur enfant, qui paniquent. Bref, on est sur une vision qui met d'abord et avant tout, qui valorise l'effort de guerre américain et les soldats américains. J'ajouterai encore une chose, parce que, encore une fois, la mémoire, c'est c'est une matière vivante. Et on voit aussi dans ce soft power, parce que c'en est un, clairement, que les Britanniques cherchent maintenant, ont bien vu qu'il y avait un angle mort, que leur mémoire tendait à être effacée. Et donc, depuis quelques années, il y a quelques années plus exactement, un mémorial a été érigé sur les hauteurs de Vers-sur-Mer, dans une configuration de terrain très similaire au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Et donc on voit bien l'idée à la fois la concurrence et puis la volonté justement de réapparaître dans la mémoire à travers un site très symbolique, parce que, bien évidemment, le cimetière américain de Colville-sur-Mer, on n'en a pas parlé, mais est un formidable support de soft power, puisque la photographie de ces croix en marbre blanc qui dominent la mer dans un cadre esthétique et dans une nature magnifiée, c'est quelque chose qui a largement contribué aussi à nourrir l'imaginaire sur le sacrifice et l'effort de guerre américain pour ce débarquement. D'ailleurs, il apparaît dans la première scène du jour. Il faut sauver le soldat Ryan également. Et tout à fait, dans la scène du début et la scène de fin, et ce n'est absolument pas un hasard. Et puis à chaque fois qu'il y a des crises diplomatiques entre la France et les États-Unis, eh bien, quelque part, on voit souvent apparaître dans la presse, soit people, soit très orientée, voire réactionnaire américaine. Je pense à Fox News, par exemple, on voit des images, ou alors USA Today, on voit justement la photo de ce cimetière et de ces tombes, et puis en rappelant l'ingratitude des Français qui ne veulent pas se souvenir que les forces américaines se sont sacrifiées pour la libération de l'Europe. Ce qui est tout à fait juste, mais cette forme de chantage aux consciences oublie aussi quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué ici, mais qu'il est toujours important de rappeler, c'est que le 6 juin 1944, le jour du débarquement, ce sont les forces anglo-canadiennes, les troupes du Commonwealth, qui sont majoritaires par rapport, parmi les contingents alliés. On a à peu près 75 000 GIs qui débarquent contre 83 000 soldats britanniques et canadiens. Et puis surtout, les 2/3 des effectifs de la flotte de débarquement sont britanniques. Donc, mais les GIs qui débarquent sur Omaha Beach sont menés aussi par des pilotes de chaland britanniques. Exactement, mais c'est quelque chose qui on a toujours tendance à associer dans l'imaginaire public, associer la libération aux forces à la bannière étoilée, qui servent sous la bannière étoilée. Encore une fois, les troupes britanniques sont majoritaires le 6 juin et les contingents américains ne seront majoritaires véritablement qu'à partir de la fin du mois de juin 1944, et ce, après jusqu'à l'issue de la campagne militaire dans le nord-ouest de l'Europe jusqu'au printemps 1945. Donc là, on a évoqué le côté allié du débarquement et de sa mémoire.
À partir de quand les autorités allemandes ont-elles été conviées à ces cérémonies? Et comment sont commémorées les forces allemandes dans ces commémorations? Alors, il faudra attendre, d'une part, la chute du mur de Berlin, la réunification allemande, pour voir les autorités allemandes conviées, et même au-delà. Alors après, d'abord, il était très difficile d'impliquer les deux États allemands avant 1989. En 1990, il n'est pas encore tout à fait clair de savoir si c'est François Mitterrand ou Helmut Kohl qui ne souhaitaient pas participer. En tout état de cause, la première participation allemande remonte à 2004 avec Gerhard Schröder et Jacques Chirac. Et le choix du site n'est pas anodin, c'est le mémorial de Caen, qui est finalement un lieu qui est un symbole quelque part de réconciliation, qui est même s'il y a le mémorial lui-même a été construit sur le poste de commandement d'une division allemande, mais finalement ce n'est pas le site d'un lieu, c'est pas un site de débarquement, et c'est une manière d'avoir un site, un lieu relativement neutre pour ce type de commémoration. Et du coup, dans le contexte de guerre froide, quelle est la place des autorités soviétiques dans ces commémorations d'un débarquement auquel elles n'ont pas participé? Alors la place des autorités soviétiques, elle est très simple, elle est inexistante, puisque on le voit bien, la mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie sont liées très étroitement à la guerre froide, au contexte de la guerre froide, parce que autant à la libération, il était évident que même dans les territoires en Europe occupée, il était évident que les contemporains avaient conscience de la guerre sur le front de l'Est, du poids du sacrifice de l'armée rouge. On est aussi, par exemple en France, mais pas que, en présence d'un parti communiste très fort, très puissant, qui est une composante majeure de l'échiquier politique en France, en Italie. Et là, on a quand même une forme de marginalisation mémorielle de la participation de l'armée rouge à la défaite de l'Allemagne nazie. Et on le voit encore une fois dans sa retranscription cinématographique. Pas un mot n'est dit dans Le jour le plus long, dans le film, de la guerre sur le front de l'Est ou de la participation soviétique, alors que les scénaristes ont quand même pris soin de rappeler, même si c'est très succinct, participation du Royaume-Uni, déjà en guerre, depuis 1940, lorsque notamment John Wayne incite, en tant que commandant de parachutistes, incite ses subordonnés qui sont impatients de sauter sur la Normandie, les incite à la patience, justement, en leur disant que les Britanniques, eux, sont en guerre depuis 1940. Donc c'est une manière de rappeler, de remettre un élément de contexte, mais alors un contexte sur l'armée rouge, aucun contexte sur la guerre sur le front de l'Est n'est donné. Donc on voit bien cette idée de marginaliser la mémoire de la guerre sur le front de l'Est. Et finalement, cette participation de l'armée rouge ne sera mise en avant qu'à partir de 2004, avec l'invitation aussi et la présence de Vladimir Poutine, du président de la Fédération de Russie, aux commémorations. Et il sera aussi invité en 2014 aux commémorations. Il y sera présent, mais encore dans un contexte tout à fait différent, puisque cela se passe après l'annexion de la Crimée. Et donc là, on est déjà dans l'idée de profiter de l'occasion pour avoir des échanges diplomatiques. Et d'ailleurs, les diplomates parlent du format Normandie de ces négociations. Et alors peut-être justement revenir très brièvement, mais on avait pas évoqué la place des Britanniques. Est-ce qu'on sait à partir de quand un chef d'État britannique est présent pour les commémorations du débarquement en Normandie? C'est très simple, c'est 1984, exactement, lorsque on est dans le même niveau hiérarchique, en tout cas, c'est-à-dire le plus haut sommet de l'État, puisqu'il n'est pas concevable qu'il y ait seulement un chef d'État présent et pas d'autres.
Et donc on a ce balai diplomatique qui est parfaitement huilé, parfaitement réglé, qui se met en place. On en a eu aussi un autre exemple, c'était en 2009, pour le 65e anniversaire, qui n'aurait jamais dû donner lieu à des commémorations particulièrement flamboyantes, mais parce que le président américain Barack Obama souhaitait se rendre sur place en Normandie, eh bien finalement d'autres chefs d'État se sont trouvés impliqués, se sont trouvés invités dans des cérémonies qui ont connu une ampleur, encore une fois, qui n'aurait pas eu lieu autrement. Justement, on voit très bien que par cet anniversaire qui arrive en 2024, l'importance qu'ont pris ces commémorations. Vous en avez très bien dressé toute la chronologie. Est-ce que c'est un événement commémoratif particulier par rapport à d'autres événements militaires qui pourraient être commémorés? Très clairement. Très clairement. On n'a pas d'autre équivalent d'une bataille des conflits contemporains qui soit commémoré par autant de chefs d'État, de têtes couronnées, et puis qui fasse l'objet d'une telle médiatisation, sachant qu'une bonne partie des caméras du monde entier sont braquées sur la Normandie au cours de cette journée. Prenons l'exemple d'autres batailles, par exemple pour la Première Guerre mondiale. Ce sont souvent des commémorations, et c'est logique, des commémorations binationales. La France et l'Allemagne à Verdun, par exemple, et on a tous en tête cette photographie où on voit cette image, où on voit Helmut Kohl et François Mitterrand se tenant par la main devant Douaumont, avec une image, encore une fois, très forte. C'est vraiment le poids de l'image dans la symbolique est extrêmement puissant. On trouve aussi pour la bataille de la Somme des cérémonies britanniques et allemandes, cette fois. Mais de par déjà la nature de la coalition alliée réunie pour le débarquement en Normandie, eh bien fatalement on a des commémorations d'ordre multinational. Et c'est aussi toute la modernité de cette opération du débarquement le 6 juin 1944. D'une part, c'est la préfiguration des grandes opérations qui ont pu être menées sous mandat de l'ONU, puisque là, on est depuis 1942 déjà dans le cadre des Nations Unies, et le mandat d'Eisenhower l'indique très clairement. Donc on est dans cette forme, ce balbutiement des concerts des nations qui apparaît au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi intéressant parce que finalement, chaque pays participant a de quoi satisfaire son orgueil national ou son roman national, de quoi nourrir son roman national, parce que c'est toujours extrêmement gratifiant de se dire que ces pays ont participé à la libération déjà de la moitié occidentale du continent européen, et puis de la France, avec tout le symbole qu'incarne la France, Paris, Tour Eiffel, Paris est une fête, pour reprendre l'expression d'Hemingway. Et puis voilà, le pays des droits de l'homme, de la liberté, de la Bastille. Parce que quand on y réfléchit, vous avez eu des dizaines d'opérations de débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une chose de débarquer sur un îlot du Pacifique, c'en est une autre de débarquer en France occupée, avec toutes les images que véhicule dans l'imaginaire un pays comme la France. Ça sert très bien le récit extrêmement manichéen de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, et qui plus est, vous avez tout à fait raison, vous n'avez pas d'autres conflits qui soient aussi schématiquement manichéens au cours de la Seconde Guerre mondiale, parce que dès lors que vous affrontez Adolf Hitler et l'Allemagne nationale-socialiste, régime impérialiste, avec une politique expansionniste, agressive, et puis surtout le génocide, crime contre l'humanité, vous êtes fatalement, presque obligatoirement dans le camp du bien, en dépit de crimes de guerre ou de dommages collatéraux qu'entraînent toutes les guerres, mais vous êtes quand même fatalement dans le principe même de la guerre juste, sur lequel on ne va pas tergiverser, on ne va pas
qu'on ne va pas contester, d'autant plus que non seulement la guerre a été gagnée, le nazisme a été éradiqué, mais les alliés, en tout cas la coalition alliée occidentale, a réussi aussi à gagner la paix. Pour nous, en France, c'est clairement un événement. Est-ce qu'on a une idée de l'audience qu'ont ces commémorations à l'étranger? De fait, il y a une audience qui est évidente. Même si je serais bien incapable d'avancer des chiffres, mais on le voit par différents indicateurs. Déjà, à partir du moment où vous avez le cinéma hollywoodien et sa force de frappe, son impact, qui diffuse de par le monde des films. Je suis bien incapable de dire combien de personnes ont pu visionner, ont pu voir Le Jour le plus long ou Le Soldat Ryan ou Band of Brothers, mais assurément, on peut les compter en millions. Il suffit de voir aussi quels sont les médias qui couvrent l'événement à travers les télévisions. Et puis, c'est de voir aussi la fréquentation touristique en Normandie avant, pendant, après l'événement. En 2019, le tourisme mémoriel, ça représentait a passé le cap des 6 millions, enfin un peu plus de 6 millions de visiteurs ont été enregistrés en 2019, donc dernière année avant la Covid, en Normandie, et donc en lien, pas forcément exclusivement, mais en lien avec le tourisme mémoriel. Et la Normandie capte 36% des visiteurs du tourisme mémoriel en France. C'est-à-dire loin devant des régions telles que les Hauts-de-France, le Grand Est ou Paris, qui arrivent loin derrière ces trois régions, oscillant entre 15 et 18% de part de fréquentation. Donc on le voit bien, la Normandie est largement associée à cette histoire et à cette histoire du débarquement. Donc l'impact est tout à fait significatif. Et puis il n'est que de voir aussi parfois à travers la philatélie, de voir des îlots du Pacifique ou des États du Pacifique qui mettent en scène par exemple l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec des grandes batailles où figure notamment le débarquement de Normandie. Donc je pense que l'impact il est bien réel et il dépasse largement le cadre européen, voire transatlantique. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais c'est peut-être aussi une spécificité de ces commémorations et de cette mémoire, c'est tout l'impact de l'industrie du souvenir autour du débarquement, de ces anniversaires, tous les produits dérivés. Vous avez parlé de la philatélie, mais voilà, il y a plein d'autres. Oui, là on est clairement dans les marchands du temple, et c'est un élément intéressant aussi en termes d'analyse sociologique, de voir les à-côtés des commémorations, parce qu'il y a une dimension économique évidente. Le tourisme de mémoire fait maintenant partie intégrante de l'économie de ce qu'on pourrait qualifier de départements tels que le Calvados et le département de la Manche. Alors vous faites partie d'une équipe d'organisateurs d'un observatoire des commémorations du 80e anniversaire du débarquement qui a été créé au sein de l'université de Caen-Normandie. Alors qu'est-ce que cela nous dit à la fois de l'intérêt universitaire aujourd'hui pour ces mémoires, mais aussi et surtout, et on l'a déjà un peu évoqué, des enjeux politiques de ces commémorations? Oui, donc en fait, en deux mots, c'est un groupe qui a été constitué à l'initiative de Françoise Passerat, de Guillaume Hiverneau, qui est en face de moi, de Victor Feignart et donc de moi-même, avec finalement chacun de notre côté le constat qu'il était extrêmement intéressant d'analyser ces commémorations, de les observer, et donc de recueillir des informations en essayant de coordonner nos efforts, puisqu'on a plusieurs centaines de manifestations qui vont se dérouler en l'espace de très peu de semaines, et donc pour essayer de couvrir, non pas toutes les manifestations, mais en tout cas celles qui nous paraissent les plus importantes, l'idée a été de mobiliser, déjà de se coordonner, de mobiliser un groupe là d'une quinzaine d'étudiants et de chercheurs, et donc pour essayer de recueillir de l'information à travers nos observations, de documenter
la manière dont comment les acteurs du tourisme notamment et les acteurs culturels communiquent autour de ces commémorations, quel est le public qui fréquente ces manifestations. Et l'idée, c'est déjà de constituer ce qui sera sans doute un corpus qui nous permettra ensuite, à la suite de ces observations, eh bien, d'analyser, d'essayer d'en tirer des enseignements. Et donc c'est le propre de la recherche. Il faut d'abord trouver de l'information et puis ensuite on l'analysera. Mais il nous semblait intéressant déjà de procéder à cette première étape de la collecte. Alors bien sûr, ça veut dire que les universitaires s'y intéressent parce qu'on est là à mi-chemin entre l'histoire et la mémoire. De voir, encore une fois, la mémoire, elle évolue en permanence, hein, ça, chacun le sait. C'est intéressant de voir justement, notamment aussi à travers l'évolution des discours officiels, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est aussi passé sous silence, parce qu'on voit aussi un certain nombre c'est aussi le propre, finalement, lorsqu'un événement historique est transcendé pour prendre le rang d'épopée, de gommer toutes les aspérités, tout ce qui peut nuire à un discours consensuel. On le voit bien, maintenant on ne parle plus, la première chose qui frappe, c'est finalement l'effacement de la violence, alors qu'on est en train de commémorer une scène de bataille, de la guerre. Et bien finalement cette violence disparaît sous des grands concepts tels que sacrifice, liberté, paix, mais finalement on en oublie presque que ce fut un épisode sanglant. Encore une fois, le 6 juin 1944, à peu près, vous avez 7000 tués en Basse-Normandie. Sur ces 7000 tués, une petite moitié sont des soldats alliés. Environ un quart sont des soldats allemands. Et le reste, un tiers, ce sont des civils français. Et généralement, encore une fois, même s'il y a des commémorations maintenant pour les civils, et le président français Emmanuel Macron va décider, cette année, c'est en tout cas c'est annoncé, va présider une commémoration en hommage à ces victimes civiles. Encore une fois, le non-dit, c'est de savoir victimes d'où venaient comment ils ont été tués, et tout simplement par des bombes alliées. Donc autant on trouve facilement sur une plaque, notamment pour les fusillés de la prison de Caen, massacrés par la ZIPO-SD, les services de sécurité allemands, le 6 juin 1944, on va volontiers trouver qu'ils ont été tués par la barbarie nazie, pour aller vite. Autant il y a un non-dit autour des principaux auteurs de la mort des civils français, et ceux qui ont, pour une large majorité, ont péri sous les bombes alliées. Et ces auteurs ont d'ailleurs le droit à une autre série aussi du cinéma hollywoodien, Masters of the Air, qui met à l'écran des équipes de bombardiers de l'armée américaine. C'est aussi intéressant. Tout à fait, c'est une célébration. Alors j'ai vu les bandes annonces, je n'ai pas eu l'occasion de voir la série, mais pour le coup, c'est sans mauvais jeu de mots, c'est une vue surplombante d'en haut. J'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup les résultats des bombardements alliés en Normandie ou en Europe. C'est une vision, encore une fois, assez unilatérale de l'histoire. Je crois que des échos que j'en ai eu, on voit un peu des militaires un peu tourmentés par le fait de lâcher des bombes, et puis je crois qu'on voit quelques civils qui aident des aviateurs à se cacher. Voilà. Dernière question, peut-être justement, ça vient en lien avec cet observatoire et la collecte de données. Si on veut travailler sur ces commémorations, selon vous, quelles seraient les sources à utiliser pour des chercheurs qui voudraient travailler là-dessus? Eh bien là, je reprendrai Marc Bloch, bien connu, qui disait en définitive, le chercheur en histoire, voire en sciences sociales, ne doit rien s'interdire. Et j'ajouterais, il doit faire preuve d'astuce et d'imagination. Donc faire flèche de tout bois, et donc
depuis la documentation, enfin plus exactement les flyers, les prospectus, les affiches, les visuels des affiches en disent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils nous disent quand on voit, par exemple, pour nous inviter à visiter un musée, il est depuis quelques années à présent, on trouve souvent l'appel revivez l'émotion du jour J ou du débarquement ou de tel épisode. Donc cette communication peut nous en dire beaucoup. Les termes employés nous en disent beaucoup. Les photographies, on peut vraiment documenter des choses multiples et variées. Encore une fois, il n'est pas inintéressant, on parlait tout à l'heure des marchands du temple, voir aussi cet aspect très commercial. Il suffit parfois d'aller soit sur une aire d'autoroute, dans le magasin d'une aire d'autoroute sur la 13 par exemple, ou dans les supermarchés pour voir l'offre commerciale, puis la bière, les whisky, les torchons, les posters, pour voir on peut deviner une forme d'engouement, ou en tout cas l'aspect très commercial, et puis bien évidemment de manière plus classique, l'analyse des discours officiels, la place de la reconstitution aussi. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de le voir même sur le temps un peu long, au fil des commémorations. On voit les reconstituteurs en uniforme prendre peu à peu la place des vétérans. Et puis on assiste, alors c'est toujours très compliqué à savoir, mais l'accueil plus que souhaité de ces reconstituteurs, parce qu'on voit le public de plus en plus friand de cette mise en spectacle statique ou dynamique, de ces défilés de véhicules, de cette présentation d'armes, parfois aussi, et ce qui est peut-être plus troublant, de ces reconstitutions, enfin soi-disant reconstitutions de bataille, qui voudraient nous faire croire que on est au cœur de l'action, sachant que, encore une fois, pour le spectateur, finalement, quel que soit le projet immersif, il n'y aura jamais la peur, l'angoisse, les risques liés au combat, et puis les traumas liés au combat. Donc là, on est sur un aspect qui mérite d'être étudié, même si, bien évidemment, à titre personnel, et en tant que citoyen, je n'adhère pas forcément à cette forme de commémoration. Mais en tout état de cause, on voit une forme de glissement au fil des décennies, au fil des commémorations. On voit un glissement vers des commémorations de plus en plus festives. Qui répond d'ailleurs aussi, pour reprendre l'image des reconstitutions, mais je pense au fait que dans l'illustration du débarquement, on utilise de plus en plus les images de l'industrie cinématographique et de moins en moins les images d'archives aussi. Tout à fait, mais parce qu'il y a une raison aussi assez simple. Les archives, les images liées au débarquement, il en existe, sous forme de rush, de photographies, mais finalement sont relativement peu nombreuses. Et donc il y a un besoin de compenser avec notamment ces grands films hollywoodiens qui finalement substituent, il y a une forme de substitution de l'histoire à sa représentation cinématographique. L'autre aspect aussi, c'est que pour les visiteurs, pour les touristes qui visitent les plages du débarquement, il y a une réelle appétence pour avoir des animations, pour occuper un vide. Parce que ce champ de bataille, passé, il y a 80 ans, il y a très peu de vestiges. En fait, la plupart des vestiges sont des bunkers allemands. Ce sont des vestiges des défenses allemandes, ou alors ce sont les vestiges du port artificiel d'Arromanches. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus lisible, immédiatement lisible et compréhensible pour les touristes. Pour le reste, eh bien, il s'agit d'occuper une forme de vide de l'espace. On le voit avec l'inflation des plaques, des stèles, des monuments, pour dire que là, il s'est passé quelque chose, parce que sinon, ça n'est pas inscrit dans le paysage. Et puis, il y a besoin justement en tout cas, on peut constater une forme d'appétence pour ce qu'on pourrait qualifier d'histoire vivante, avec les apports, mais aussi les limites de cet exercice.
On peut rappeler également que pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, vous avez aussi dirigé un ouvrage qui s'intitule Le débarquement de l'événement à l'épopée, publié au Pur et qui revient un peu aussi sur ces questions de mémoire. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Istémé de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.